Changer, rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Bienvenue dans nos quartiers. Notre invité François Pupponi, bonjour. Bonjour. Député maire socialiste de Sarcelles dans le Val d'Oise, élu de terrain d'origine corse, connu pour votre franc-parler. Hein. Il paraît, on va voir ça. Et vous êtes aussi nouveau patron de l'ANRU, partenaire de cette émission. Mais d'abord, parlons de vous. Vous êtes né d'un père instituteur et adjoint de Sarcelles, déjà, et d'une mère assistante sociale, militante syndicale. Et vous grandissez à Sarcelles, dans le quartier de l'Auchère. En fait, c'est le premier grand ensemble qui est construit dans les années 50. tout à fait. Une enfance plutôt heureuse, hein, dans un grand ensemble qui était plutôt bien pensé. Donc il y avait des immeubles, mais c'était des R+4, c'était pas des grandes barres. C'est pas des grandes barres à Sarcelles, des immeubles en R+4, d'ailleurs en pierre de Saint-Maximin, comme les immeubles haussmanniens, mais qui entouraient des espaces de jeu qui étaient dévoués aux piétons et aux enfants. Donc voilà, ça se passait plutôt bien et c'est plutôt que des bons souvenirs. Qu'est-ce qu'il avait de plus beau, votre quartier ? C'était spacieux, c'est-à-dire qu'on pouvait se déplacer, on pouvait jouer au football, alors il y avait quelques contrariétés pour les enfants, parce que c'est quand même une autre époque, et on n'avait pas le droit de marcher sur les pelouses. Ah. Donc il y avait encore des petites pancartes interdites de marcher sur les pelouses, et quand on marchait sur les pelouses, le gardien venait à la maison le soir prévenir les parents en disant que les enfants n'avaient pas été sages. C'était le cas pour vous ? C'était parfois un peu le cas, parce qu'on aimait jouer au football, donc on piétinait parfois un peu la pelouse sans y avoir droit. Alors le goût de la politique, vos parents vous l'ont transmis, fac de droit, administration fiscale, vous serez longtemps inspecteur des impôts, mais parallèlement vous créez la section des jeunesses socialistes à Sarcelles en 1977, et c'est 11 ans plus tard, en 1988, quand il arrive à Sarcelles, que vous rencontrez Dominique Strauss-Kahn, et vous n'allez plus vous quitter. Tout à fait. 1995, vous remportez les élections ensemble, vous devenez son premier adjoint à la mairie de Sarcelles. En 1997, quand Jospin lui demande de prendre la tête de Bercy, vous le remplacez à la mairie, où ensuite vous serez réélu. Et 10 ans plus tard, en 2007, quand Dominique Strauss-Kahn rejoint le FMI, il vous lègue pour de bon les clés de Sarcelles, à vous, l'un de ses plus fidèles. Tout à fait. C'est une histoire d'amitié qui dure depuis longtemps avec Dominique, et c'est lui qui a quand même mis sur les rails tout ce qu'on a pu réaliser depuis tant d'années sur Sarcelles. Et qui dure toujours, cette amitié ? Qui dure toujours, bien sûr, surtout. Surtout ? Oui. Surtout maintenant. Surtout maintenant. Pupponi est un intégriste du strauss-kahnisme comme moi du sarkozysme, dit Pierre Charon. Peut-être, voilà, Dominique m'a beaucoup apporté pour dire presque tout en politique. Et puis surtout, il m'a montré une manière de faire de la politique qui était un peu différente. Et c'est d'ailleurs lui, en matière de rénovation urbaine, dès qu'il est arrivé, il nous a dit il faut qu'on lance un grand projet urbain. On a recruté des architectes urbanistes. Et donc, on a imaginé la rénovation de la ville. C'était quand même un peu avant l'ANRU. Donc, il avait aussi cette vision-là. La rénovation urbaine, effectivement, parce que Sarcelles est une ville emblématique de la banlieue parisienne, on l'évoquait. Sarcelles a vu s'édifier dans les années 50 le premier grand ensemble, là où vous avez grandi, et là où vivent 65% des Sarcellois. En quoi consiste la rénovation qui a été entreprise à Sarcelles ? Voilà, à la fin des années 50, la Caisse des dépôts a demandé à la Bourdette, qui est un architecte urbaniste, d'imaginer la ville de l'an 2000, ce qu'il a fait. Et on a construit, l'État à l'époque, c'était la première fois que ça arrivait quasiment dans l'histoire de l'urbanisme en France, on a construit une ville de 40 000 habitants en 10 ans. Bon, cette ville a un peu vieilli, les choses se sont un peu dégradées, donc il fallait la rénover. Et donc l'idée, à Sarcelles, on a moins cassé de barres qu'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de justification de casser des barres. Et donc on a surtout rénové l'existant, même s'il a fallu détruire quelques immeubles pour améliorer le système viaire. Mais c'est surtout améliorer l'existant et faire en sorte que d'une ville construite dans les années 50, on devienne une ville du 21e siècle. Alors ça, c'est sur le plan urbain, et sur le plan sociétal, Sarcelles est depuis longtemps un modèle de multiculturalisme. Oui, c'est comme ça que cette ville s'est peuplée. C'est-à-dire que l'État a construit ces immeubles à la fin des années 50, et petit à petit, en fonction de vagues d'arrivées successives, alors ça a d'abord été les rapatriés d'Afrique du Nord, puis des personnes qui venaient d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Et ça a été, dans les années 90, l'arrivée des Assyro-Chaldéens, des chrétiens d'Orient. Donc à chaque fois qu'il y a une vague d'arrivée en France, pour des raisons souvent liées à des conflits d'ailleurs, eh bien, comme à Sarcelles, il y a des grands immeubles et qu'il y a des grands appartements, c'est souvent là où l'État a cantonné un certain nombre de communautés, ce qui fait que cette ville est une ville communautarisée et où le fait communautaire et le fait religieux est très important. 20% de la population de communauté juive, 10% de musulmans, 10% de chaldéens. Il y a 3 églises, 4 mosquées, une vingtaine de synagogues. Et d'ailleurs, Sarcelles est surnommée la
petite Jérusalem. Tout à fait. Ouais. J'ai souvent l'habitude de dire qu'entre le vendredi midi et le dimanche après-midi, la moitié de la ville prie. Voilà, c'est un fait religieux qui est une réalité dans cette ville, qui explique aussi souvent la manière du fait que les gens se respectent, les gens vivent ensemble. Alors se respectent effectivement, sauf que cet été, il y a eu des affrontements sans précédent contre la communauté juive et avec des slogans qui ont été d'une violence inouïe. Tout à fait. Donc cet été, c'est vraiment l'expression d'un antisémitisme primaire. Même si les communautés vivent ensemble, il y a des gens qui essayent de faire déraper les choses et qui essayent de mener et de monter les uns contre les autres. Donc ça a été cet été extrêmement violent, vraiment des propos avec des slogans comme mort aux juifs, comme on va vous brûler en passant devant la synagogue. Ce n'est pas le fait de telle ou telle communauté contre la communauté juive, c'est vraiment le fait d'individus, de voyous, moi je les ai appelés aussi des barbares, qui se sont attaqués à un moment à un symbole, qui est le symbole de la communauté juive à Sarcelles, mais qui se sont attaqués aussi au symbole du vivre ensemble. Et dans une tribune d'ailleurs publiée dans le Figaro il y a un mois, vous dites déplorer le départ de la communauté juive, la stigmatisation aussi de la communauté musulmane, et vous déplorez aussi une radicalisation d'une partie de la jeunesse. Oui, une partie de notre jeunesse est en train de sombrer dans la radicalisation. Alors ce sont souvent une dizaine d'individus par ville ou par quartier, mais qui arrivent à mobiliser les autres et à essayer d'importer souvent des conflits qui sont extérieurs à la France, ces conflits en France. Sarcelles, nous on est au cœur de deux conflits actuels. Il y a bien sûr le conflit israélo-palestinien, mais également le conflit en Irak et en Syrie, puisque nous avons une forte communauté de chrétiens de l'Orient. Donc il faut arriver à faire en sorte que ces conflits ne soient pas importés ici. Et alors, compte tenu de votre travail à Sarcelles depuis près de 20 ans, vous venez d'être nommé président de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'acteur majeur de la rénovation des quartiers, créé par Jean-Louis Borloo il y a 10 ans, tout juste. Quel bilan faites-vous de ces 10 ans ? Un bilan exceptionnel. Ce qu'a réussi l'ANRU en 10 ans est tout simplement extraordinaire dans le monde de l'urbanisme et le monde de la rénovation urbaine. C'est-à-dire, c'est décidé il y a 10 ans par Jean-Louis Borloo, mis en œuvre, et c'est 40 milliards d'euros de travaux qui ont été engagés depuis 10 ans et qui sont en train d'être terminés. Et là, le gouvernement a décidé, avec l'ANRU, de relancer 15 milliards d'euros de travaux pour terminer le travail engagé et l'accord financier. 15 milliards sur les 10 ans sur les 10 ans qui viennent. Avec quelle priorité ? La priorité, c'est de terminer le travail engagé dans un certain nombre de quartiers où le travail n'a pas été terminé, ce qui crée des sentiments d'injustice, parce que quand la moitié du quartier a été fait, les gens ne comprennent pas, quand ils habitent dans l'autre moitié, qu'eux ne bénéficient pas de cette rénovation, qui est une rénovation qui est exemplaire, je répète. Quand on va dans ces quartiers, on voit le changement, et les gens le voient tous les jours. Donc il faut terminer le travail, sinon ça serait injuste pour ceux qui n'en ont pas bénéficié. Ces 15 milliards d'euros de travaux seront financés grâce à 5 milliards de subventions, en particulier financées par Action Logement, et donc il y a eu un accord avec les partenaires sociaux, il y a quelques jours maintenant, qui officialisent le financement. Alors vous dites très bon bilan pour les 10 ans, mais l'ANRU n'a pas suffisamment œuvré pour le développement économique. Oui, c'est peut-être la seule critique. C'est-à-dire qu'on a rénové les logements, on a construit de nouveaux logements, on a rénové l'espace public, on a rénové les équipements publics, mais ce n'était pas la faute de l'ANRU, parce que l'ANRU n'avait pas en charge le développement économique de ces quartiers. Les choses ont évolué avec la loi de François Lamy qui a été votée l'année dernière. On veut que l'ANRU s'implique un peu plus dans le développement économique. Et le Grand Prix de l'ANRU 2014 s'engager pour les quartiers vient d'être décerné. Le lauréat, c'est l'association Rue du Développement Durable dans le quartier du Crêt de Roc à Saint-Étienne. 10 000 € à la clé. Pour quel projet ? Reportage Lilia Bousfoul, Chloé Gibert, reportage dans nos quartiers. Saint-Étienne, en région Rhône-Alpes, ville longtemps appelée la cité de l'arme, du cycle et du ruban. Une ville qui souffre encore de la désindustrialisation. Voici le quartier du Crêt du Roc, un quartier complètement déserté et laissé à l'abandon depuis les années 70. Nous sommes pourtant à une rue du centre-ville. Saint-Étienne a beaucoup souffert de la fin de la métallurgie, des usines textiles, etc. Donc, comme il y avait beaucoup de petits commerces de proximité, ils sont partis les uns après les autres en même temps que la population, et ça a entraîné beaucoup de rez-de-chaussée qui se sont vidés sans activité. Alors là, c'est les barons de Perché, les couturières. Et c'est justement pour faire revivre le quartier que l'association s'est installée ici. Son but, y faire revenir des porteurs de projets motivés à le rendre plus convivial, avec l'exigence de défendre le développement durable. Elles font eux-mêmes leur fabrication, elles la vendent, donc ça veut dire que le circuit est très court. Voilà, ceux qui vont venir acheter, ils savent d'où vient et qui l'a fait. Ce produit est 100% local, parce qu'il est doublé avec un satin de soie qui vient de chez Monsieur Auriol.
qui est un des derniers tisserands de soie du Pilat et qui est installé à Pélussin. C'est la seule façon de pouvoir survivre parce que pour le coup dans le textile, la concurrence avec l'industrie, elle est juste pas possible. Donc il faut bien avoir une proposition qui soit un petit peu singulière et originale quand on est des petits artisans et que voilà, c'est aussi ça notre force d'artisan, quoi. Avec sa vitrine sur rue et grâce au réseau ficelé autour du projet, Juliette espère faire venir du monde. Cette attente, c'est aussi celle de ses designers. Eux n'auraient sans doute pas trouvé de local sans l'association. On a cherché en allant voir les agences immobilières, en allant voir des particuliers. Ça a été assez compliqué, assez laborieux. On n'a jamais trop réussi à aboutir. Ça permettait d'arriver avec un appui et de faciliter les négociations et puis d'arriver à nos fins plus facilement, quoi. Des négociations faites pour eux, au préalable avec les propriétaires. Ici, les designers ont pu profiter de 3 mois gratuits contre des travaux effectués avec l'aide de plusieurs bénévoles. Cette solidarité, cette convivialité, elle se retrouve aussi dans ce lieu stratégique, le réfectoire. Une table où chacun peut soit apporter son plat, soit profiter d'un repas servi pour un prix dérisoire. Une offre dont bénéficient également les habitants du quartier. Il y a 3 ans, j'avais un travail à faire pour l'école sur les jardins du quartier. Au départ, j'avais poussé la porte pour aller rencontrer les responsables. Après les interviews, ils m'ont proposé de rester pour manger. Et je ne suis pas resté qu'une seule fois. Je suis revenu quasiment tous les jours depuis 3 ans. Bon, c'est sûr que ça m'apporte beaucoup. Des fois, il y a des jours où je travaille tout seul dans mon appartement. Alors, au moins pour le repas de midi, avoir quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. Mais ça peut être beaucoup plus. Il y a un ancien architecte dans l'association. Et comme je suis en école d'architecture, des fois, il peut critiquer mes projets, m'apporter des informations pratiques. Mathieu est à son tour devenu bénévole. Il pourrait même un jour profiter d'un rez-de-chaussée pour son activité. Lui, comme les autres, espère redonner au Cré du Roc l'effervescence du siècle dernier. Voilà, l'association Rue du Développement Durable à Saint-Étienne. C'est ça l'ANRU. C'est à la fois des grandes rénovations urbaines, mais également être capable de porter des micro-projets qui, dans chaque quartier, vont faire évoluer les choses. D'ailleurs, pour votre information, cette nuit, on a fini à l'Assemblée nationale à 2h du matin en prolongeant les zones franches et en créant des exonérations fiscales pour des actions comme celle-là. Parce que c'est bien de rénover, on trouve des locaux, mais souvent il manque le petit geste économique qui fait que l'entreprise ou le commerce qui reste là ou qui s'installe aura ce petit coup de pouce. Et c'est ce qui a été décidé cette nuit. Il était question que les zones franches ne soient pas reconduites. Mais elles s'arrêtaient au 31 décembre 2014 et cette nuit, on les a prolongées pour 6 ans, le temps justement que l'ANRU puisse monter en puissance. C'était une des grandes critiques du précédent plan, puisque les zones franches s'arrêtaient lorsque l'ANRU commençait à travailler. Et bien là, on a décidé hier soir avec l'accord du gouvernement de faire en sorte que les zones franches soient prolongées alors que l'ANRU continue à travailler. Alors ce sera ma dernière question. Est-ce que les choses ont vraiment changé dans les quartiers depuis que la gauche est à l'Élysée ? Oui, enfin, en 2 ans, on n'a pas pu tout changer, mais en tout cas, on va continuer. Ce qui est annoncé la semaine prochaine par le président de la République, c'est de relancer 200 quartiers en rénovation urbaine. Donc, les choses changent petit à petit, parce que c'est long. On va continuer le travail engagé. Vous savez, la politique de la ville, c'est pas une politique de droite ou de gauche. Ça a été commencé par Jean-Louis Borloo à 10 ans. Ça continue aujourd'hui avec les ministres El Khomri et Caner. C'était François Lamy qui continuait hier. François Hollande annoncera dans quelques jours les nouveaux quartiers. Donc, c'est une politique républicaine d'intérêt national qui est prolongé par tout le monde et je crois que c'est une bonne chose. Merci François Pupponi. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous. À demain. Changer, rénover, agir, c'est dans nos quartiers avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.